Le 6 juillet 2025 sort l'animé de Gachakuta. Mais avant ça, une certaine hype avait été construite autour de cette sortie, ce qui est vraiment compréhensible quand on voit la qualité de son manga. Seulement, aujourd'hui avec 4 épisodes au moment où j'écris la vidéo, on se demande si cette hype elle valait vraiment le coup. Ce que je veux dire c'est que j'en ai plus entendu parler avant la sortie qu'après la sortie. Et le pire c'est que cet animé n'est pas le seul à se retrouver dans cette situation. On peut notamment citer les saisons 2 respectives de Dan 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 et de Kaiju Number 8. Alors nous sommes en droit de nous poser la question, Gachakuta est-il un flop? Pour que vous compreniez bien ce que je raconte, je vais vous redéfinir ce qu'est un flop. Un flop, c'est quand on a l'impression qu'une chose ou un événement reçoit beaucoup moins d'attention que prévu. Par exemple, si vous allez à un concert et que vous pensez qu'il y aura genre 300 000 personnes, mais qu'au final il y en a que 30 000, et vous ressentirez ça comme un flop. Pourtant, un concert avec 30 000 personnes, ça reste énorme. Maintenant, prenons le cas d'un autre mec qui n'est pas rentré dans une hype totalement abusée. Il va au concert et il y a 30 000 personnes qui sont présentes avec lui. Et à la fin, il est content. Mais à votre avis, qui va le plus partager son avis à tout le monde? Eh bien, c'est celui qui l'aura vu comme un flop. Pourquoi ça? Simplement parce que le drama et le négatif font beaucoup plus de bruit que les réconciliations et le positif. Seulement, on va pas s'arrêter à ça pour répondre à notre question. Je vais donc analyser les 4 premiers épisodes de l'animé en détail pour mieux comprendre ce ressenti de flop présent chez certaines personnes, mais pas d'autres. La construction du monde. Gachakuta possède un world building avec un très grand potentiel. C'est déjà là une chose très importante dans un animé, puisque ce critère intéresse beaucoup les spectateurs. Pour vous citer des œuvres qui ont été propulsées par cet élément, on peut retrouver Hunter x Hunter, Toriko, Naruto, et même le roi de cette catégorie, One Piece. Dans Gachakuta, on retrouve pour l'instant 3 classes sociales importantes. Les Célestiens du bidonville, et les humains de la fosse. Si vous avez suivi vos cours de géographie, vous avez normalement remarqué une ségrégation spatiale assez importante entre ces différentes classes sociales. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, en gros c'est quand toutes les personnes d'une même catégorie sociale sont regroupées dans un même endroit et jamais mélangées avec les autres. D'ailleurs c'est quelque chose de très commun partout dans le monde, à différents degrés évidemment. L'image parfaite pour illustrer ça, c'est celle-ci que vous connaissez déjà tous. On voit au début de l'animé que les Célestiens de la plèbe ne sont pas interdits de se balader dans les quartiers riches, mais sont tout de même rejetés. On voit donc une construction cohérente. Mais en plus de ça, dans l'œuvre, on a la présence de la fosse. Un endroit décrit comme une gigantesque décharge où l'on jette tout ce dont on désire se débarrasser. Un espèce de tiers-monde qui fait se poser de très nombreuses questions aux spectateurs. Dans cette même partie du monde, on retrouve des entreprises, des organisations, un système d'argent, en bref, c'est une vraie société qui marche. Le world building dépasse même mes espérances et me satisfait beaucoup. Sur ce point-là, on ne peut donc pas parler d'un flop, alors continuons d'analyser l'œuvre pour répondre à notre question. La morale de l'histoire. Certes, un point qui est souvent sous-estimé par rapport à son importance, mais c'est bien l'une des choses qui vous fait accrocher à l'anime que vous regardez. Par exemple, si vous êtes fan d'un manga avec une morale totalement contradictoire à un autre, vous aurez beaucoup plus de mal à accrocher. Si vous êtes fan de Berserk par exemple, il y a objectivement beaucoup moins de chances pour que vous kiffiez un animé comme Food Wars. Revenons donc à Gachakuta et à sa morale. Au tout début de l'animé, on nous dit que les humains ont vite fait de qualifier les objets comme des rébus et de les dépouiller de toute valeur. Jusque là, rien d'étonnant, quand ton éponge devient sale et puante, tu la jettes. Seulement ce comportement marche aussi envers les autres humains, que ce soit dans la vraie vie ou l'animé. De très nombreuses personnes peu recommandables fréquentent les autres pour ce qu'ils leur apportent, mais si la personne fréquentée vient à perdre de son utilité, elle est rejetée de suite. Dans l'animé, on voit bien la métaphore de la fosse, qui est la poubelle de tout ce qui ne nous satisfait plus. Et ça, que ce soit objet ou humain. Rudo, le personnage principal, lui est capable de créer des jinkies avec tous les objets qu'il touche et de leur insuffler une âme. Ce qui est la preuve qu'il peut créer des liens forts avec n'importe quel objet, mais aussi avec n'importe quel humain qui n'est pas pourri. Son pouvoir est donc la preuve de son humanité et de sa vision des relations avec les objets et les humains qu'il apprécie pour ce qu'ils sont et non pour leur utilité. Son humanité fait littéralement sa force, et c'est un très beau message. D'ailleurs, il n'y a pas que le rapport objet-humain dans l'animé. Par exemple, on voit Rudo qui est enragé à cause de tous les gens qui collent des étiquettes aux autres sans vraiment les connaître. Mais dit en même temps que les humains sont tous pareils, et il colle donc une étiquette à tout le monde. Ce point n'est pour l'instant pas approfondi, mais malgré tout déjà développé. Parce qu'on voit que Rudo développe au fur et à mesure des relations avec ses nouveaux amis, et même peut-être un peu plus avec Ryo. Il devrait donc naturellement évoluer sur son point de vue, en accompagnant le spectateur avec lui. Pour finir avec le point moral, au moment de la rencontre entre Rudo et Zanka, notre protagoniste se souvient d'une des leçons que Recto lui a apprises, de mettre à la place des autres. C'est ce qui a permis de désamorcer le conflit
communiquer entre deux. Encore une fois, ce point est bien chargé, ce qui rapporte une fois de plus des éléments pour répondre à la question de la vidéo. Mais ce n'est toujours pas suffisant pour en tirer une conclusion, alors continuons l'analyse. Les personnages. Comme vous avez compris, le personnage de Rudo est pour l'instant très bien développé. Mais qu'en est-il des autres? C'est compliqué de donner une réponse à ça avec seulement 4 épisodes au compteur, mais on peut déjà remarquer quelques détails qui ne nous disent que du bien sur l'avenir. Par exemple, l'évocation de la relation entre Zanka et Ejin nous interroge et c'est pas laissé au hasard. Pareil pour Semiu qui a regardé à l'intérieur de la tête de Rudo grâce à son Jinki. Le silence quand tout le monde sort de la pièce laisse envisager un retour du personnage et donc un potentiel développement pour quelque chose d'assez important puisqu'il sera forcément en rapport avec le personnage principal. Pour le cas du développement des Jinki, c'est différent. Mais pareil, ça laisse présager au spectateur un futur développement du personnage qui y est relié. L'exemple le plus évident pour moi, c'est Ryo, qui a un vrai délire avec les cheveux et dont le Jinki est une paire de ciseaux. On a donc un début de développement assez avancé pour un début d'animé. Toujours sur le thème des personnages, on a le chara design. Alors là, je sais qu'on pourrait me dire que ça n'a rien à voir avec la réussite d'un animé ou d'un manga, mais c'est entièrement faux. Le nombre de personnes que je connais qui n'ont soit pas commencé One Piece, soit ont eu du mal, c'est à cause des chara design assez spéciaux. Et bizarrement, depuis que Oda, l'auteur de One Piece, travaille un peu plus sur les chara design, j'entends beaucoup moins parler de ce problème. Je mettrai évidemment pas d'exemple pour éviter de vous spoil. Revenons sur le sujet de base, Gachakuta. Les chara design des personnages du manga sont juste incroyables. Vous pouvez me donner votre avis en commentaire là-dessus, parce que j'ai jamais entendu de critique sur le chara design de cette œuvre. Nous avons fini d'analyser ce point, mais les plus importants restent à venir. Et c'est surtout grâce à eux qu'on pourra véritablement répondre à la question présente dans le titre de la vidéo. L'adaptation animée. Pour le coup, je pense vraiment que ce point est le plus important dans le parcours de vie d'un manga. C'est le moment où la popularité de l'œuvre a le plus de chances d'exploser. Si l'adaptation est ratée, une opportunité en or est gâchée. Quand on regarde un animé comme Demon Slayer, on se rend compte de l'importance de l'animation. Dans notre cas, elle est réussie. C'est pas non plus le banger du siècle, mais c'est largement suffisant pour attirer des spectateurs curieux. Seulement, l'adaptation, c'est pas que de l'animation, mais aussi le rythme de publication et le rythme d'événements qui se déroulent pendant les épisodes. Concernant le rythme de publication, on aura 24 épisodes répartis sur 24 semaines. Ce qui est assez rare pour un animé new gen. Personnellement, je sais pas encore si c'est une bonne idée, mais je pense que le studio d'animation a bien fait d'essayer, parce que l'étalage de la première saison sur une plus grande période pourrait marquer davantage les gens que les autres animés qui suivent encore un schéma classique de 12 ou 13 épisodes. Sinon, pour le rythme des épisodes en eux-mêmes, on n'a jamais le temps de s'ennuyer, et ça c'est parfait pour faire accrocher les spectateurs. D'ailleurs, le studio qui est chargé de la production de Gachakuta est le même que celui de My Hero Academia qui s'appelle Bones. Seulement, il faut se rappeler que ce studio s'est un peu chié dessus au fur et à mesure avec Emacha, ce qui a grandement fait chuter sa popularité. En espérant que ça n'arrive pas aussi à Gachakuta, mais pour l'instant le studio tient très bien la route. Ce qui peut également faire la réussite d'une adaptation, c'est son opening. On l'a très bien vu avec Mashle, Call of the Night ou encore Dandadan dont je parle dans ma dernière vidéo. Ici, le choix s'est porté sur un style un peu hard rock, et pour le coup, je pense vraiment pas que c'était l'idée du siècle pour plaire à un max de personnes. Même moi au début, j'étais vachement mitigé sur l'OP, mais au fur et à mesure des épisodes, j'ai commencé à le kiffer un peu quand même. Seulement pour attirer des gens, c'est pas foufou, ça je vous l'accorde. Bon, on est arrivé à un moment de l'analyse où vous êtes quasiment certain de votre réponse. Mais ce dernier point est sûrement celui qui pourrait le plus vous faire douter. Les réseaux sociaux. Et oui, ce point est bel et bien un des plus importants pour un animé moderne. Quand on voit la puissance de certaines communautés d'animés, on s'en rend facilement compte. L'exemple le plus évident, c'est celui de One Piece. Les vidéos des plus gros youtubeurs à ce sujet peuvent faire des centaines de milliers de vues, voire même 1 million de vues ou encore plus. C'est une dinguerie comment l'impact de la communauté est important. Parler d'une œuvre sur les réseaux permet à de nombreuses personnes de s'y intéresser. Par exemple sur TikTok, il y a une vidéo sur Gachakuta qui a atteint pas moins de 6 millions de vues et plus de 1 million de likes en 2 jours. Et en plus de ça, il n'y en a pas qu'une de vidéos comme ça que j'ai vu percer. Et pourtant, je les ai vues qu'au moment de faire mes recherches pour cette vidéo. Ces derniers éléments de ce dernier point ont eu un énorme impact sur la réponse à notre question. Maintenant, rappelez-vous de la définition de flop que je vous ai donnée. Un flop, c'est quand on a l'impression qu'une chose ou un événement reçoit moins d'attention que prévu. Tout est là, l'impression. Si on ne se renseigne pas bien sur la chose ou l'événement concerné, on ne peut pas juger objectivement si c'est un flop ou non. D'ailleurs, j'en ai fait les frais. Je vous ai dit en début de vidéo que j'ai beaucoup plus entendu parler de Gachakuta avant l'adaptation qu'après. Sauf que ceci est une impression également, pas une vraie analyse. En parlant d'analyse, nous pouvons maintenant répondre
répondre à la question de la vidéo objectivement, en ayant pris en compte un maximum d'éléments. Gachakuta possède clairement une assez bonne communauté, qui selon moi n'est pas près de s'arrêter de grandir au vu de son impact sur les réseaux, en plus de la durée plus longue de la saison 1 qui est sûrement un bon pari. L'anime possède tout ce qu'il faut pour ne pas être un flop. Chara design, développement des personnages, adaptation réussie, etc. L'œuvre est devenue très connue, mais pas connue par tous. C'est cette petite différence qui a poussé certains d'entre nous à nous poser la question suivante: Gachakuta est-il un flop? Je vais donc vous donner la réponse, mais avant ça vous pouvez liker, partager et même vous abonner si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir dans mon travail. Premièrement, si on est totalement objectif, l'anime n'est absolument pas un flop. Seulement, énormément de personnes restent subjectives, c'est-à-dire l'inverse d'objectif, et c'est normal. Tout le monde n'a pas forcément ni le temps ni l'envie d'analyser un anime qu'il a regardé tranquille chez lui dans son canapé. Alors la prochaine fois que vous vous demanderez si un anime ou une saison est un flop, vous pourrez l'analyser objectivement pour répondre à votre question et potentiellement découvrir un anime exceptionnel comme moi je l'ai fait aujourd'hui.